Bonjour Alain Fumaz. Bonjour. Vous êtes aux Antilles depuis quelques jours. Vous allez donner ce soir en Martinique une conférence à la bibliothèque Schellcher. Nous allons y venir. Une conférence sur le thème Le Grand Orient de France aujourd'hui. Le Grand Orient de France qui compte 50 000 membres, 50 000 frères, comme vous aimez à vous appeler, et 1200 loges. Mais vous étiez en conférence régionale ce week-end en Guadeloupe, en congrès régional, donc des loges du Grand Orient de France de Guyane, Martinique et Guadeloupe, pour faire le point. Ça s'est passé en Guadeloupe. Alors en France, le nombre de francs-maçons a doublé en 30 ans. Est-ce que c'est aussi cette tendance aux Antilles? Est-ce que vous avez tendance ces dernières années à recruter davantage? Alors aux Antilles, comme en métropole, eh bien, nous assistons à une recrudescence dans nos loges. Il est vrai qu'en métropole, nous avons une croissance qui est extrêmement régulière, qui est d'environ de 4 à 5% par an, ce qui démontre qu'il y a une recherche. Il y a une recherche de pensée, il y a une recherche de autre chose qui se caractérise par une demande d'entrée, notamment au Grand Orient de France. Alors, comment se situent les loges des Antilles et de la Guyane par rapport donc aux autres loges, notamment celle de l'Hexagone? Je veux dire, est-ce qu'il y a une représentation au sein des instances dirigeantes des Antillais et Guyanais? Est-ce que, par exemple, il y a des francs-maçons martiniquais qui se retrouvent ou qui se sont retrouvés par le passé au Conseil de l'Ordre, qui est un petit peu le gouvernement un peu de votre organisation? Alors bien sûr, puisque les Antilles représentent une région sur les 17 régions que compte le Grand Orient de France, et à la tête de chaque région, il y a un conseiller de l'ordre. Actuellement, le conseiller de l'ordre est de la Guyane. Il s'appelle Léo Titia, et à ce titre, il a compétence donc pour l'ensemble des Antilles. Et sinon, effectivement, les Antillais et les Guyanais sont consultés, participent aux réunions au plus haut niveau. Bien entendu, il y participe, et c'est pour ça d'ailleurs le but de ma venue, c'était d'assister au congrès régional qui est la réunion préparatoire à la grande assemblée générale qui se fait au mois de septembre, évidemment en métropole, compte tenu du nombre. Et les Antilles-Guyane sont partie intégrante de la consultation et également de la direction du Grand Orient de France. C'est par leur intermédiaire que les frères et maintenant 2 sœurs des loges antillaises peuvent exprimer un avis, une direction, etc. Donc ils sont partie prenante de la direction du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France aujourd'hui, est-ce que c'est toujours quelquefois cette petite guéguerre aussi entre obédiences, vous pourrez pas le nier, notamment avec la Grande Loge nationale française, hein. Je crois que le Grand Orient de France et la GLNF. Alors, ouais. Mon but n'est pas de décrier la Grande Loge nationale française. Mais vous me posez une question, donc je vais y répondre honnêtement. Il est bien évident que nous n'avons rien à voir avec la Grande Loge nationale de France. Mais rien à voir. D'abord parce que nous sommes une obédience libérale et non dogmatique. Nous sommes pour la liberté absolue de conscience. Or, à ma connaissance, la Grande Loge nationale de France, française, et sous la tutelle de la Grande Loge unie d'Angleterre, est une obédience qui prône nécessairement une croyance d'abord, c'est obligatoire, et ensuite, eh bien, vous voyez bien que les affaires actuelles qui concernent la franc-maçonnerie sont quasiment exclusivement du ressort de la Grande Loge nationale française, ce qui nous cause beaucoup du tort et cause également, eh bien, un parti pris sur la franc-maçonnerie, ce qui n'est pas le cas des obédiences libérales françaises. Enfin, le Grand Orient de France a connu quelques petites histoires aussi il y a quelques années, hein. Il y a eu aussi des... Oui, non, mais on peut remonter depuis les origines, il y a 3 siècles. Voilà. Bon, alors on va pas s'étendre sur cette guerre entre obédiences. On a compris qu'elle est toujours d'actualité et que certainement elle traverse aussi les loges d'ici. Vous avez parlé des sœurs, effectivement, parce que il y a pas longtemps, hein, donc au Grand Orient de France, ça y est, c'est officiel, des femmes peuvent être initiées dans vos loges. Ça c'est nouveau. Tout à fait, ça date de l'année dernière, où des loges ont commencé à initier, et récemment une loge de Saint-Martin a initié 2 sœurs, donc ce qui est la démonstration d'une ouverture, même si ce n'est pas encore comme on aurait pu, et comme certains auraient pu le penser, la grande foule aux portes du Grand Orient de France. Je crois que c'est une affaire qui se passe tranquillement, qui soulève encore quelques petits problèmes qui seront débattus à l'Assemblée générale, qui devra trancher si oui ou non la mixité
est totale au Grand Orient de France. Oui, parce que c'est pas encore le cas là. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas anticonstitutionnel dans le sens de notre réglementation. Donc les loges ne sont pas dans l'illégalité pour initier. Maintenant, il reste à mettre en accord les règlements particuliers et généraux pour clairement afficher oui ou non notre mixité. Mais cela dépend des loges et en aucun cas donc de la direction du Grand Orient de France, qui, elle, n'est que l'exécutif. Mais cette ouverture, si on peut dire, aux femmes, est-ce que c'est, selon vous, effectivement, bon, c'était inéluctable? Est-ce que c'est un signe de modernité? Bon, après tout, c'est vrai que... Je crois que c'est dans le signe du côté inéluctable des choses. C'est certainement aussi un sens de prise en compte de la femme telle on peut la mettre dans le sens de la parité complète. Bien, il reste aux loges de se conformer à ça, mais je crois que c'est un faux problème que d'en débattre à outrance, car laissons autant le soin de lisser ce problème qui en fait n'est qu'un petit problème dans un monde qui en a beaucoup plus. Alors, parmi vos préoccupations actuelles aussi au Grand Orient de France, puisqu'on le rappelle, le thème de votre débat ce soir à 18h à la bibliothèque Schellcher, c'est le Grand Orient de France aujourd'hui, c'est le thème de la laïcité. Bon, qui revient beaucoup. On entend certains même s'en emparent. Par exemple, on entend la nouvelle présidente du Front National effectivement défendre également la laïcité à la française. Et j'ai vu qu'il y a eu une prise de position de votre grand maître, enfin de votre obédience, par rapport à ça, et puis à la montée des nationalismes en Europe aussi qui vous inquiète et qui quelque part peut toucher également les Antilles et la Guyane, puisque bon, on est territoire français. Oui, absolument. Je crois que nous, la laïcité, telle que nous la prônons, c'est la totale liberté de conscience, donc libre de croire ou ne pas croire. Je crois que la laïcité, en fait, c'est protéger, c'est pas de l'anti-religiosité, c'est ce que je voudrais faire comprendre. La laïcité, c'est tout simplement le respect de l'autre dans sa pensée. Chacun, bien entendu, est libre de croire ou de ne pas croire. L'important, c'est qu'il respecte l'autre dans sa croyance ou sa non-croyance. Alors, les thèmes porteurs qui sont repris, bien entendu, par certains extrémismes comme le Front National, peuvent inquiéter un petit peu, car on s'aperçoit que ça devient une manœuvre politicienne, dans le plus pur sens du terme, pour récupérer de l'électorat, et non pas une pensée profonde qui est le respect de l'autre. Je crois que le Grand Orient de France se veut en ce sens porteur de toutes les valeurs, c'est-à-dire le respect dans l'esprit de notre République, de notre devise, de liberté, d'égalité, de fraternité. Je crois que c'est ça le thème central, et je crois que on gagnera à s'approcher le plus possible de cette devise qui fait que nous sommes tous égaux et que tout le monde a droit à sa part de bonheur, à sa part de liberté, sous réserve qu'il respecte la liberté de l'autre. Alors, Alain Fumas, donc ce week-end, vous avez rencontré vos différents frères, donc de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Vous avez donc réfléchi, discuté autour des problèmes qui agitent actuellement la société martiniquaise en particulier. Bon, notamment, il y a question un petit peu de changement institutionnel, d'évolution politique. Une collectivité unique s'annonce, et puis la crise économique qui nous touche également, avec des aspects sociaux parfois bien lourd, quoi. Est-ce que vous avez échangé autour de ça? Est-ce que ça fait partie des préoccupations? Tout à fait. Alors je suis venu donc aux Antilles, sachant un petit peu quand même les principaux problèmes, qui est une crise économique qui là est mondiale, mais aux Antilles il y a quand même une spécificité, c'est un chômage qui est inquiétant, qui marginalise une population, et notamment une population de jeunes, et ça nous ne pouvons pas l'accepter, quelle que soit la société, nous ne pouvons pas accepter qu'une jeunesse n'ait pas d'espoir. Alors j'ai donné comme consigne à nos loges, si elles souhaitent le faire, mais je pense qu'elles se sont dites intéressées, je leur ai donné comme consigne, c'était de s'approprier un petit peu du sujet pour pouvoir produire une analyse qui serait faite sur la situation économique et sociale évidemment de la région, mais non seulement une analyse de la situation, mais avec des propositions concrètes de ce que nous pourrions faire pour apporter un petit peu quelques solutions. Alors c'est d'autant plus intéressant, c'est ce que je disais notamment
aux interlocuteurs politiques que j'ai rencontrés, puisque j'ai rencontré le préfet de Guadeloupe et le préfet de la Martinique. C'est ce que je disais, nous sommes, nous, une association non politique, non confessionnelle, non syndiquée, donc nous pouvons apporter quelque chose qui soit le produit de diverses personnes, de droite comme de gauche, de toute confession. Donc, dans le silence un petit peu et la tranquillité de nos loges, eh bien, nous pouvons analyser le problème certainement plus finement que peuvent le faire un syndicat, un parti politique, qui par définition ont une orientation. Nous n'en avons pas. Si la seule orientation que nous aurions, eh bien, serait le bonheur de l'autre, parce que je revendique un petit peu le droit au bonheur. Il n'est pas normal que des sociétés ne puissent pas accéder à ce droit élémentaire qu'est le bonheur, le travail, le logement, etc. Donc je crois que nos loges, par le fait qu'elles représentent un microcosme dans la société, permettent d'élaborer des idées neuves peut-être, ou des idées tout au moins qui soient pondérées par la raison et par le cœur, pour apporter un petit peu quelques éléments de direction éventuelle que nous pourrions proposer aux élus de la République. Donc vous voulez continuer à être force de proposition aussi Absolument. Je crois que le rôle du franc-maçon et de la maçonnerie en règle générale, et là, quelles que soient les obédiences, même si le Grand Orient de France est plus sociétalement engagé, je crois que le rôle essentiel, c'est apporter ce petit plus d'humain qui fera que nous rendrons notre société humaine et que nous replacerons l'homme au centre de la société et non pas le contraire. Une avant-dernière question, si vous voulez, on va revenir pour conclure à cette conférence de ce soir. Mais bon, le côté secret toujours un petit peu des francs-maçons qui est reproché quand même. Certains disent que c'est plus d'actualité, quoi. Quand on vous branche là-dessus, j'ai envie de dire, vous revenez un petit peu à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais c'est vrai, on a l'impression que vous quelque part, vous entretenez ce culte du secret, vous le nourrissez. Aujourd'hui, plus rien ne menace les francs-maçons aujourd'hui en France. J'espère que l'avenir nous le dira, que plus rien ne nous menace. Ceci dit, moi je suis contre le culte du secret, car je pense qu'en franc-maçonnerie, il n'y a pas de secret. Le seul secret pourrait être le secret initiatique, qui est le secret intérieur à soi-même, et ça vous pouvez très bien le comprendre, qu'il est indéfinissable et que je ne pourrais pas vous le dire, puisqu'il est tellement personnel que j'ai même du mal moi-même à l'analyser. Je crois que tout simplement, nous sommes un petit peu le fruit de ce passé qui, effectivement, à un moment donné, a dû se cacher un petit peu. Et puis aussi, il faut évoluer de ce point de vue-là. Ce soir, le but de ma conférence, c'est de dire il n'y a pas de secret. Et je répondrai à toutes les questions je n'en cacherai aucune. Vous pouvez me poser la question que vous voulez. Sur la franc-maçonnerie, je n'ai aucun secret. Le seul secret que j'aurai, c'est de ne pas vous dire, tiens, un tel ou un tel est franc-maçon, car ça relève de leur personnalité, ça relève d'eux-mêmes, s'ils ont envie de le dire, ils peuvent le dire, mais moi j'encourage les francs-maçons qui le peuvent à être des hommes responsables comme des femmes responsables pour dire oui, je suis franc-maçon, car après tout, être franc-maçon relève d'un sens des responsabilités, relève d'un sens de l'engagement humaniste, et là, je ne vois pas ce que nous devrions cacher. Voilà, c'est là-dessus que nous allons conclure. Alain Fumaz, grand maître adjoint du Grand Orient de France, qui va donner donc une conférence publique, tout le monde est invité, c'est ça, à la bibliothèque Schellcher à 18h sur le thème Le Grand Orient de France aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions, bonne journée. Merci, bonne journée.